Théorème, c'est la formule intégrale de Cauchy. Soit D un domaine et f de D à valeur densée une fonction holomorphe, et gamma un lacet simple orienté positivement contenu, ainsi que son intérieur dans D. Alors pour tout Z0 à l'intérieur de gamma, on a la formule. F de Z0, c'est donné par 1 sur 2 pi intégrale sur gamma de f de Z sur Z moins Z0. Ce que ça dit, j'ai un ensemble ouvert qui contient un lacet, que j'appelle gamma, et j'ai un Z0 ici, dans gamma, à l'intérieur de gamma. Ce que la formule dit, c'est que si je connais f sur gamma, alors je peux calculer f au point Z0. Et f au point Z0 est donné par cette formule-là. Donc attention, gamma est orienté positivement, comme on l'a dit, donc c'est intégral sur gamma plus. Donc c'est écrit ici, c'est orienté positivement. Ce qui est assez surprenant en fait, comme résultat, si vous avez déterminé f sur gamma, et que vous savez que f est holomorphe, donc pratiquement vous l'avez déterminé partout à l'intérieur de gamma, à l'aide de cette formule-là. Et ça aura des applications en fait pour la résolution d'équations dérivées partielles. En l'occurrence, l'équation de la place. Par exemple, l'équation de la chaleur, en régime permanent et en dimension 2. Parce qu'aussi pour les équations en dérivées partielles, par exemple pour l'équation de la chaleur, vous avez, disons, la température sur le bord, c'est donné par une certaine fonction. Ça sera en fait la condition aux frontières de votre équation. Et dans ce cas, votre problème est bien posé, vous devez résoudre l'équation. Donc vous devez pouvoir trouver la température à l'intérieur. Donc supposons on est dans le cas d'une plaque métallique qui a cette forme-là, vous connaissez la température aux frontières, et c'est une surface conductrice. Donc après tout, ce n'est pas très étrange de dire que si on connaît les conditions aux frontières, si je connais un certain f sur gamma, alors je dois pouvoir le connaître à l'intérieur. Mais ce que la formule de Cauchy donne, c'est en fait une représentation, une façon de calculer votre f à l'intérieur. Et ça aura des applications plus tard, et je compte en fait en parler dans ce cours. Pour la preuve, alors ça c'est un lacet gamma, là c'est Z0, et ce que je veux démontrer, c'est que f de Z0, c'est égal à 1 sur 2 pi intégrale sur gamma plus de f de z divisé par z moins z0 dz. Maintenant, ce que je fais, c'est je trace un cercle de rayon R autour de Z0. Donc ce cercle-là. L'hypothèse dit que f est holomorphe partout à l'intérieur de gamma. Donc la fonction kz donne f de z sur z moins z0 est holomorphe aussi partout à l'intérieur, sauf au point z égale z0. Mais le z0 est à l'intérieur du cercle, donc sur la région comprise entre gamma et le cercle, donc cette région-là, f de z sur z moins z0 est holomorphe. Encore, car la fonction f est holomorphe partout à l'intérieur de gamma, y compris à l'intérieur du cercle, et 1 sur z moins z0, c'est holomorphe partout pour z différent de z0. Donc sur la région en vert, cette fonction-là est holomorphe. Donc j'ai maintenant le cercle de rayon R et gamma. Et la fonction f de z sur z moins z0 est holomorphe sur la région comprise entre le cercle et gamma. Et donc d'après un théorème précédent, l'intégrale sur gamma plus de la fonction, c'est égal à l'intégrale sur le cercle cr plus de la fonction. Voilà, très bien. Moi, je m'intéresse à l'intégrale sur gamma plus de f de z sur z moins z0. Donc, je dois démontrer que ça, c'est égal à 2 pi fois f de z0. Donc, j'écris cette intégrale-là. Et je dis, elle est égale à l'intégrale sur le cercle. Mais l'avantage avec l'intégrale sur le cercle, c'est que je connais une paramétrisation du cercle. Donc, je paramétrise. Une paramétrisation du cercle, CR, est donnée par z égale z0 plus r exponentielle i θ, avec θ dans 0 de pi. Donc dz, ce sera égal à i r exponentielle i θ dθ. Et l'intégrale sur le cercle de f de z sur z moins z0 devient alors l'intégrale entre 0 et 2 pi de f de z, mais z c'est ça, z0 plus r exponentielle i θ, c'est écrit là, divisé par z moins z0, donc z moins z0, mais z c'est ça,
Et z moins z0, c'est justement r exponentielle i θ. Et puis il reste le dz. Donc le dz, c'est là, c'est ir exponentielle i θ dθ, et je l'écris. Ir exponentielle i θ dθ. Maintenant, il y a les simplifications usuelles. Alors, r exponentielle i θ, ça simplifie avec r exponentielle i θ. Le i, ça sort à l'extérieur de l'intégrale. C'est là. Et me reste alors à l'intérieur de l'intégrale f de z0 plus r exponentielle i θ et 1 dθ. Mais maintenant, r est n'importe quel nombre réel qui soit suffisamment petit de telle sorte que le cercle soit à l'intérieur de gamma. Il coupe pas gamma. Mais ce r peut être choisi arbitrairement petit. Rien n'empêche. Pour n'importe quel r, la valeur de l'intégrale est la même. Elle est égale à cette intégrale-là. Et donc, quand r devient arbitrairement petit, très très proche de 0, ce qui est là, z0 plus r exponentielle i θ, devient arbitrairement proche de z0. Mais f est continu. Donc, f de z0 plus r exponentielle i θ devient arbitrairement proche de f de z0. Et donc, à la limite, lorsque r tend vers 0, donc ce terme-là devient f de z0, constant, il dépend plus de θ, sort à l'extérieur de l'intégrale. Et donc, j'aurai ici i fois f de z0, intégrale entre 0 et 2pi de dθ. L'intégrale entre 0 et 2pi de dθ, c'est 2pi. Et donc, le tout, ça donne 2ipi f de z0. Donc, c'est en fait la valeur de l'intégrale. Parce que la valeur de l'intégrale est la même pour n'importe quel r, en particulier pour r qui tend vers 0. Or, pour r qui tend vers 0, f de z0 plus r exponentielle i θ devient constant, et le calcul de l'intégrale devient trivial, et ça donne cette valeur-là. Voilà. Et donc, si ça c'est vrai, je peux alors écrire que f de z0, c'est égal à 1 sur 2ipi, intégrale sur gamma plus de f de z sur z moins z0 dz. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il fallait montrer. Un théorème, qui est un corollaire de la formule intégrale de Cauchy, ça dit que si je prends une boule, disons, centrée en z0 et de rayon r, une boule fermée, donc un cercle avec la frontière, et je suppose que f, j'ai une fonction f qui est holomorphe partout ici, y compris en z0. Alors sur cette boule-là, f est la somme d'une série entière. Donc f est développable en série entière. Donc c'est un théorème en fait très puissant. Donc ce théorème dit en particulier que si f est holomorphe, ça veut dire une fois dérivable, alors elle est de classe C infinie. Donc si vous savez sur f que sa dérivée première existe sur une boule et qu'elle est continue, alors vous savez aussi qu'elle est deux fois dérivable, que la dérivée seconde existe, elle est continue, et la dérivée troisième existe, elle est continue, etc. Donc c'est une chose très très spéciale pour les fonctions complexes, parce que pour les réels, ça ne marche pas du tout. Pour les réels, je peux trouver une fonction de classe C2 qui n'est pas de classe C3. C'est très facile à construire. Pour les réels, il y a même des fonctions de classe C infinie sur un intervalle, mais qui ne sont pas développables en série entière. Alors que pour les complexes, c'est pas du tout le cas. Dès que la fonction est de classe C1 sur une boule, alors elle est de classe C infinie et elle est développable en série entière. Ça, ici, en fait, c'est Z0 et non pas 0. Comment on le montre? C'est alors la formule de Cauchy qui nous le donne. Donc j'ai cette boule-là, centrée en Z0 et de rayon R. Et puis j'ai un Z dans cette boule-là. Et mon intérêt, c'est d'écrire f de Z comme étant une somme d'une série entière centrée en Z0. La formule intégrale de Cauchy me permet d'écrire f de Z comme 1 sur 2ipi intégrale sur ce cercle-là de f de t sur t moins z. C'était exactement ça la formule de Cauchy. Et maintenant, au dénominateur, j'enlève Z0 et je rajoute Z0, qui est le centre de la boule. Je fais cette étape-là. Et puis, je mets t moins Z0 en facteur. Et là, une chose intéressante se passe. Le t, la variable d'intégration t, c'est quelque chose qui décrit le cercle. Car l'intégrale se fait sur le cercle, c'est R. Donc t moins Z0 est toujours égal à R en module. T moins Z0, c'est égal à R. Alors que Z moins Z0 est strictement plus petit que R. Donc Z moins Z0 divisé par T moins Z0 en module
est strictement plus petit que 1. Et donc ce terme-là, 1 sur 1 moins z moins z0 sur t moins z0, c'est quelque chose de la forme 1 sur 1 moins u avec module de u plus petit que 1. Et ça, je peux l'écrire comme 1 plus u2 plus u3, etc. Somme des termes d'une série géométrique de raison en module plus petit que 1. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, ce terme-là, je l'ai écrit comme cette somme-là. Donc, 1 sur 1 moins u, c'est la somme des u à la puissance n. Et maintenant, ça, c'est une série géométrique qui est normalement convergente. Et donc, je peux permuter l'intégrale avec la somme. Intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc c'est clair pour les sommes finies, mais ici, dans ce cas, c'est clair pour la somme qui comporte une infinité de termes. Et voilà, en regroupant proprement. Donc ce sera la somme pour n plus grand ou égal à 0. Et chacun des termes de la somme, il y a donc z moins z0 à la puissance n qui est là, qui en fait sort à l'extérieur de l'intégrale parce que l'intégrale se fait par rapport à la variable t, et c'est un terme où il n'y a pas de t. Vous avez le 2i qui est là, le f de t qui est là, et puis il reste t moins z0, et ici ce t moins z0 qui est élevé à la puissance n. Donc en tout c'est un t moins z0 à la puissance n plus 1. Et voilà, c'est tout. En fait f de z, je l'ai écrit, somme de an, donc si j'appelle tout ça an, somme des an, z moins z0 à la puissance n. Et c'est exactement ça, être développable en série entière au voisinage de z0. Donc j'ai une série entière centrée en z0, et notez bien sûr que les an ne dépendent pas de z. Ça dépend uniquement de z0 et de la fonction. Et c'est ce qu'il faut. Donc j'ai écrit f de z, somme des an, z moins z0 à la puissance n, n entre 0 et infini. Et j'ai montré alors que dès que f est holomorphe sur une boule fermée, alors sur la boule ouverte correspondante, f est développable en série entière. Donc dès qu'elle est une fois dérivable, elle est de classe C infinie, et même elle est développable en série entière. C'est un résultat très très fort. Donc au voisinage de chaque point où votre fonction est holomorphe, vous avez que votre fonction est développable en série entière. Donc cette propriété, on l'appelle analycité. On dit que f est analytique. Être analytique pour une fonction, c'est avoir cette propriété qu'en tout point, j'admets un développement en série entière qui converge au voisinage de ce point-là. C'est peut-être pas le même développement en série entière, la même série qui représente ma fonction partout sur le domaine, mais en voisinage de chaque point, je peux trouver un développement en série entière au voisinage de ce point-là. Et on a montré en fait que toute fonction holomorphe sur un ouvert est analytique. Parce qu'en tout point z0 de cet ouvert-là, je peux tracer une boule centrée en z0 qui reste dans l'ouvert, donc sur laquelle f est holomorphe. Et d'après le théorème qu'on vient de démontrer, sur cette boule ouverte, f est développable en série entière. Donc au voisinage de chaque point, f est représentable par une série entière. Et toute fonction holomorphe est alors analytique. C'est un résultat, je répète, c'est très très loin d'être vrai pour les fonctions réelles, pour les fonctions de R dans R. Parce que vous pouvez avoir une fonction de classe C1 qui n'est même pas de classe C2, donc à plus forte raison, ça ne peut pas être de classe C infinie, et ça ne peut donc pas être analytique.